Il fut, pendant ces 2 jours-là, comme un convalescent. Il en avait les mouvements lents et prudents, et aussi ce sourire à peine esquissé, un sourire qui s'adressait aux choses comme pour se les rendre bienveillantes, ou pour les remercier de ne plus être hostiles. Il était attentif à tout, à une odeur qui montait de la cuisine, aux allées et venues d'Olga, qui faisait les chambres, à un rayon de soleil déformé par la vitre. Il savourait tout, rendait grâce à tout, de ce sourire un peu pâle qui inquiétait Mélanie. Les cloches, par exemple. Jamais il n'avait entendu autant de cloches que ce dimanche-là, alors qu'il était assis tout seul dans la cave, la valise verte à côté de lui, le calorifère ouvert à portée de sa main, avec les flammes qui le léchaient, les gros tuyaux entourés de pansements comme des membres malades. Il brûlait les papiers poignée par poignée, et, à certains moments, toutes les cloches de la ville s'étaient mises à sonner en même temps. Les paroisses se répondaient les unes aux autres par-dessus les toits. Est-ce parce que l'air avait une résonance particulière? Parce que le gel le rendait plus dur? Il y avait des bruits de cloches qui venaient de très loin, en large cercle, de la banlieue, peut-être des campagnes. Il voyait les soupiraux dorés par le soleil. Des gens passaient, dont il n'apercevait que le bas du corps. Mais il les sentait endimanchés, la démarche plus allègre qu'en semaine. Il devinait les sorties de messe, les femmes corsetées serrées, les jeunes filles parfumées, puis les pâtisseries d'où l'on sortait en tenant un petit paquet blanc par la ficelle rouge. C'était encore un monde qu'il ne connaissait pas, celui de ces dimanches-là, avec la foule qui se dirige, après le déjeuner, vers le vélodrome ou vers les terrains de football, les cinémas qui se remplissent peu à peu, les cafés embués qui sentent l'apéritif. L'auberge des 3 Pigeons était presque vide. Il était, ce jour-là, le seul pensionnaire dans la maison. Pour la première fois, il vit Mélanie, des lunettes sur les yeux, lire son journal dans la salle, près du comptoir, et le vieux Poignard devait être malheureux de n'avoir pas de partenaire pour boire son vin rosé. « Vous prendrez bien un verre de vin, monsieur Alain ?» Il l'avait bu, par bonté envers Poignard. Il aurait voulu faire plaisir à tout le monde. Il reniflait toutes les odeurs de la maison, et peut-être ressentait-il déjà du regret. Est-ce qu'il n'aurait pas pu s'arrêter là, définitivement? Pourquoi n'aurait-il pas choisi la vie la plus humble possible? Il y avait un garçon d'écurie qui était aussi chargé de tirer le vin à la cave. Il vivait en famille avec les patrons et les bonnes. Il avait son coin chaud. Alain n'aurait-il pas pu devenir garçon d'écurie, ou n'importe quoi, à l'abri de l'excellente Mélanie? Il avait déjeuné avec eux. Il avait l'air presque gai. Puis, il avait pris une première fois le tram pour la Jeunette. Il était allé à Malouville, où ses amis l'avaient accueilli. Il y avait eu de la galette sucrée à 4 heures, de longs moments de silence paisible autour de la table où le vin tremblait dans les verres. Avec Bourg et Faucret, entre deux, il avait fait le tour du lotissement. S'était arrêté devant le socle sur lequel il n'y aurait peut-être jamais de buste. Avait revu la place, au bord de l'eau, où, la veille, Joseph pêchait à la ligne. Tout cela ne se passait pas sur le même plan que les autres jours. Il y eut autant de différence entre ces 2 journées-là et la vie ordinaire qu'entre une messe basse de 6 heures du matin et un tédéum. À croire que des orgues invisibles donnaient de l'ampleur et de la majesté au décor, rythmaient les pas et les gestes jusqu'à les rendre hiératiques. Rien n'était perdu. Chaque détail se gravait pour toujours. Le retour jusqu'à la Jeunette, entre les 2 hommes, la plateforme du tram, qui était bondée, le café de Paris, où il entra et but un verre de bière, non parce qu'il avait soif, mais parce qu'il voulait s'y asseoir encore une fois. Comme il était encore un peu enrhumé,
Mélanie lui monta un grog dans son lit, et la nuit sentit le rhum. Ses rêves eurent comme un léger parfum de rhum qu'il retrouva dans la chambre, dans ses draps, en se réveillant le matin. Même la rencontre avec Corinne garda cette allure feutrée. Il ne croyait pas la revoir. Quand il sortit, vers 11 heures, alors que la vie battait son plein à l'auberge, elle l'attendait dehors, au coin de la rue. Il devait y avoir longtemps qu'elle le guettait, car elle avait le visage bleui par le froid. Elle n'avait pas osé entrer. Elle avait peur de Mélanie. « Je voudrais te dire quelques mots, Alain. » Il acceptait. Il marchait, et elle calquait son pas sur le sien. « On m'a dit que t'allais partir. » Il ne manifesta aucune surprise, et continua à l'écouter avec une sorte de lointaine indulgence. Car il était très loin, très haut. Si loin et si haut qu'il lui semblait qu'il aurait pu s'entretenir avec son père. N'avait-il pas conscience de sa présence? N'était-ce pas à lui qu'il adressait son sourire pâle? « Je sais que papa a laissé des tableaux. » Elle l'avait sans doute appris par Randon, qui avait dû aller la trouver et qui ne tiendrait pas en place tant qu'il n'aurait pas tiré un dernier profit des héritiers Malot. « Est-ce que tu comptes te servir de cet argent? »« Non. Tu connais ma position, ici. Elle n'est pas facile. Fabien y viendra, mais ça peut demander des semaines. Peu importe. Tu n'aimes pas que je parle de ça. » Ça m'est égal. L'attitude de son frère la troublait, l'inquiétait. Elle se dépêchait d'en finir. « J'ai pensé que tu pourrais peut-être m'en laisser une partie. Il est indispensable que je tienne le coup, que je n'ai pas l'air de mendier. » Il dit tout simplement « Tu peux les prendre. » Elle n'osait pas le croire. Elle avait peur de le voir revenir sur sa décision. « Où sont-ils? Donne-moi ton adresse et on te les portera. » Elle la lui griffonna sur un morceau de papier, la moitié d'une enveloppe qu'elle tira de son sac. C'était dans une maison meublée, en bordure du parc, qui n'avait pas très bonne réputation, mais qui était la plus luxueuse de la ville. « Tu verras maman? »« Je ne sais pas. » Il n'avait pas pris garde au chemin qu'ils suivaient, et voilà qu'ils découvraient la petite place où ils avaient vécu, avec sa fontaine centrale et ses maisons patriciennes. Devant la leur, celle qui avait été la leur, il y avait foule, et tout le monde levait la tête vers un homme juché sur une estrade improvisée. La vente avait commencé. « C'est affreux, » dit Corinne. « Je ne peux pas voir ça. Tu viens ?» Il fit signe que non. « Je te reverrai? »« Je ne sais pas. »« T'oublieras pas les tableaux ?» Un signe de tête encore. Il ne l'embrassait pas. Il ne lui serrait pas la main. Pourtant, à ce moment, il ne lui en voulait pas. Ce n'était pas sa faute, à elle. « Au revoir, Alain. »« Au revoir. » Il restait là, debout derrière les autres, à voir défiler les objets sans valeur, car on commençait par ceux-là, des ustensiles de cuisine, des bocaux, des objets hétéroclites dont on faisait des lots et dont la vue provoquait des rires. Pourquoi aurait-il été triste? Il avait encore quelque chose à faire avant le déjeuner. À midi juste, il attendit au coin de la cour des Jaminets, car, le lundi et le lundi seulement, mademoiselle Germaine déjeunait en ville avec une amie. Il la vit venir, portant un petit chapeau rouge et un manteau bleu marine. Il vit aussi la porte du bureau et il pensa à l'autre porte, celle qu'on avait refermée avec tant de haine. « J'ai tenu à vous dire au revoir. »« Vous partez? Vous allez retrouver votre mère ?» Il dit non. Et, comme il ne donnait pas d'autres explications, elle n'osa pas le questionner. « Je voulais seulement que vous sachiez que je me souviendrai de vous avec plaisir. » Il aurait aimé serrer la main de M. Albert.
Là aussi, il aurait pu vivre. Là aussi, il y avait un coin dans lequel il avait été tenté de se blottir. Il déjeuna vite, se rendit chez son frère avant 2 heures. On venait de se lever de table. On habillait les enfants pour l'école. « C'est toi ? Je suis venu vous dire au revoir. Tu vas retrouver ta mère ?» Pourquoi posaient-ils tous la même question? Et pourquoi personne ne pensait-il à son père, qui était autrement vivant? « Tu prendras bien un petit verre. »« Mais si. » Edgar sortit le plateau du buffet, avec les verres minuscules, bordés d'or, le carafon qui contenait un peu de marc. « Je te souhaite bonne chance. Tu as raison de partir, car ici, tu aurais trop de monde contre toi. Même ma position est difficile, et, sans l'autorité de mon beau-père, je ne sais pas ce que je ferais. Je serais peut-être obligé de demander mon changement. » C'était Edgar qui était gêné, qui regardait sans cesse l'heure au carillon de Westminster. Alain, lui, avait toujours aux lèvres son sourire à peine dessiné, et son regard était calme et doux. Il embrassa sa belle-sœur. Jamais il n'avait vu la ville aussi propre, aussi claire, aussi gaie, grâce à la gelée et au soleil d'hiver. Derrière un mur d'école, il entendit le vacarme d'une récréation, et il s'arrêta en pensant à toutes les récréations qu'il avait connues. Il n'était pas triste. Il ne serait plus jamais triste. Il avait compris ce que Joseph Bourg avait voulu dire quand il avait prononcé « Ton père était un homme ». Un homme, voilà le mot. Un homme qui descendait d'un autre homme, qui descendait lui-même d'un autre homme. Il faillit aller traîner encore un peu à la vente. Mais il préféra se trouver sur le chemin de Peters, le rouquin qui était son meilleur camarade de collège et qui s'était dérangé pour l'enterrement. « C'est vrai que tu travailles ? » ?»« J'ai travaillé. Je travaillerai encore. »« Tu changes de place ? » ?»« Je pars. »« Tu vas retrouver ta mère ? » Ce n'était pas possible de leur expliquer une chose pourtant toute simple. Mais non, il n'allait pas retrouver sa mère. Il n'allait retrouver personne. « Je voulais te dire au revoir. Te dire aussi que t'as été un chic type. » Voilà. Maintenant, son pèlerinage était terminé. Il n'avait plus qu'à rentrer aux 3 Pigeons pour faire ses bagages. On lui annonça qu'un certain Randon, un type à moustache tombante, était venu pour le rencontrer et qu'on l'avait prié de se présenter à nouveau le lendemain. La bonne Mélanie riait. « Comme ça, mon petit monsieur, vous êtes tranquille. » Et il fallut occuper les heures, tout doucement, manger, boire un dernier verre avec tout le monde, embrasser Mélanie qui le serra sur sa grosse poitrine à l'étouffer. C'est à elle qu'après s'être regardé longtemps dans la glace, il demanda d'examiner son œil gauche. « Est-ce que je n'ai pas une petite tache sur la prunelle ? » « Quelle idée vous êtes-vous encore mis en tête ? Mais non, vous n'avez rien. » « Regardez bien. » Elle alla chercher ses lunettes. « Ça vous fait mal ? Vous voyez quelque chose ? » ?»« À peine. Ne vous tourmentez pas pour ça, allez, ça doit être une tache de naissance. » Justement, la tache des Malou. Il l'avait, comme son père, comme son grand-père, et il en conçut une joie grave. Il était 11 heures du soir, quand un taxi s'arrêta devant la porte. François Faucret en descendit en compagnie de Bourg. On chargea les bagages dans la voiture. On parcourut des rues où les becs de gaz mettaient des guirlandes de lumière et on aperçut la grosse horloge de la gare. Il se sentait las, mais il n'était pas triste. Il avait seulement envie de s'arrêter un instant, d'arrêter un instant le cours du temps. Il ressentait une vague angoisse dans le creux de l'estomac, comme au moment de plonger dans l'eau froide. Mais il y avait des tas de petites choses à faire.
prendre son billet, enregistrer sa malle, chercher un compartiment, puis aller au buffet acheter de l'eau minérale et des sandwichs. Les deux hommes le suivaient, et il leur parlait naturellement. Il disait « Le train arrive à 6h30, n'est-ce pas? Il ne fera pas tout à fait jour. J'aime la gare de Lyon. C'est ma préférée. » Il chargeait Joseph de faire parvenir les 3 tableaux à sa sœur, dont il lui donnait l'adresse sans penser à la copier pour lui-même. À quoi bon? Il coupait les fils. Tous les fils. Mélanie était de l'autre côté du mur, et mademoiselle Germaine et monsieur Albert. Dans quelques minutes, l'ancien bagnard et le brave Fouqueray s'enfonceraient à leur tour dans le passé. Alors qu'il les regardait sur le quai de la gare, ils n'avaient déjà plus la même consistance qu'à Malouville. Il est vrai qu'ils n'étaient plus à leur place, qu'ils se sentaient gauches, que Joseph restait un peu anxieux. Les aiguilles de l'horloge avançaient par saccades, et le train purgeait la vapeur de ses freins. Des hommes d'équipe donnaient des coups de marteau entre les roues des wagons. « En voiture !» Rien que des poignées de main. Les paumes de Fouqueray étaient si calleuses qu'elles laissaient une impression de râpe. Les yeux de Bourg s'enfoncèrent bien droit dans ceux d'Alain. Alors seulement, quand il les regarda de haut, accoudé à la portière, il faillit pleurer. Il cherchait quelque chose à leur dire. Il ne trouva pas. Il se contenta de balbutier, au moment où le convoi s'ébranlait, « Il sera content. » Le compartiment était vide. Il n'avait pas voulu voyager en première classe, comme autrefois, mais il n'avait pas non plus voulu voyager en troisième. Il était en seconde, et il lui semblait que c'était mieux ainsi. Son père, jadis, avait débarqué à Paris en troisième classe. Mais il était le fils du vieux Maloff, ou Malowski, et de la folle. Puis il avait voyagé en première, et peut-être son seul tort avait-il été de ne pas passer par la transition des secondes. Alain avait baissé l'abat-jour bleu sur la lampe. Il s'était étendu de tout son long sur la banquette, la tête sur son sac de voyage. Il ne fermait pas les yeux. Des lumières défilaient derrière les stores. Des gens passaient encore dans le couloir. « N'est-ce pas, papa ?» Il savait bien ce qu'il voulait dire. Personne d'autre, pas même Joseph Bourg, ne pouvait le comprendre. C'était quelque chose à régler entre lui et son père. Il ne s'était pas connu de son vivant, mais il n'était pas trop tard. Avant tout, il fallait être un homme, et il avait décidé qu'il en serait un. Il lui semblait qu'il avait commencé. C'est pour cela qu'il était parti, pour échapper à la tentation de s'enliser aux 3 pigeons, ou dans la chaude amitié de Fouqueray et de Bourg. Il fallait échapper aussi à la tentation de haïr, et il ne haïssait même plus sa sœur. Il avait été gentil avec Corinne, la veille, bien qu'il ne l'eût pas embrassée. Il irait voir sa mère, un jour, comme il était allé voir Edgar et sa femme, mais plus tard, quand sa vie serait arrangée. Il irait en visite boulevard Beaumarchais, dans la maison de sa tante Jeanne. Il ne haïssait personne. C'était trop facile. Il s'était tracé, tout seul, son chemin à lui. Peut-être pas tout à fait seul, car il pensait à son grand-père, à la folle, à son père. Il lui fallait trouver sa vraie place, et il croyait l'avoir trouvée. En tout cas, il essayerait honnêtement, avec toute son énergie. Les cahots du train le berçaient, et il s'engourdissait peu à peu, sans perdre tout à fait conscience. Il savait que c'était Alain Malou qui était là, étendu de tout son long dans un compartiment de seconde classe, et qu'Alain Malou allait à Paris à la rencontre de son destin. Il ferait n'importe quoi. Il serait placeur dans un cinéma, garçon de café, tout ce qu'on voudrait.
Il passerait ses examens les uns après les autres, pas tant parce qu'il tenait à être instruit que parce que c'était le plus difficile. Est-ce que des milliers de jeunes gens, à Paris, n'étudient pas tout en gagnant leur vie? Pourquoi ne deviendraient-ils pas médecins? Cela ne se situe ni tout en bas, ni tout en haut. Et, chez les Malou, on avait toujours été trop bas ou trop haut, parce qu'on était obligé de faire vite. Maintenant, il avait le temps, lui. Il avait le temps de dormir. Le train sifflait en traversant des campagnes blanches de givre. De petites gares obscures étaient englouties dans le passé les unes après les autres. Toute la maison, de la place à la fontaine, était engloutie aussi. Et tant de choses, tant de gens avec elle. Il restait un Malou qui dormait, qui s'éveillerait tout à l'heure à une vie nouvelle, et qui, dans son sommeil, remuait parfois les lèvres. Un Malou qui allait faire tout son possible d'homme. N'est-ce pas, papa?